Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode d'Histoire de vin, je vous propose un voyage au fil de l'eau en 2 parties pour découvrir les vins de la Loire, depuis sa source jusqu'à son embouchure. Dans ce premier épisode, nous parlerons des bulles et des vins blancs secs, de Balzac aux Trois Mousquetaires, en passant par Robin des Bois. Et dans un second podcast, nous découvrirons les vins rouges et rosés, ainsi que les grands moelleux et liquoreux du Val-de-Loire. Bonne écoute! De tous les vignobles de France, celui du Val-de-Loire est sans conteste le plus étiré et le plus original par sa diversité. Depuis sa source dans les monts du Vivarais, le jeune torrent coule vers le nord et grossit peu à peu pour devenir une rivière encaissée qui remonte du massif central à travers gorges et défilés. Elle s'élargit au fur et à mesure que s'adoucit la pente et devient un véritable fleuve dans le Nivernais à la confluence avec l'Allier qui double son volume. À partir d'Orléans, elle redescend vers l'ouest pour rejoindre Tours et Angers et prendre une amplitude majestueuse alimentée par ses affluents principaux, le Cher, l'Indre et la Vienne. Et c'est finalement à Nantes qu'elle devient un estuaire pour rencontrer les eaux de l'Atlantique après un périple de 1006 km qui en fait le plus long fleuve de France. Tout au long de son parcours, elle arrose de nombreux vignobles dont les paysages et les climats changent au gré des contrées qu'elle traverse. Des côtes du Forez au Sancerrois, du Berry à l'Anjou en passant par la Touraine et jusqu'au pays nantais, le Val-de-Loire constitue l'un des vignobles les plus variés tant en termes de terroirs ou de cépages que de styles de vin. Des bulles pétillantes aux vins rosés, des blancs secs aux rouges légers ou profonds, et jusqu'aux grands liquoreux, le Val-de-Loire produit tous les types de vins et offre aux œnophiles passionnés et curieux un vaste espace de découverte, de valeurs sûres et de surprises, de producteurs historiques et de trouvailles étonnantes. Les vignerons du Val-de-Loire, dont mon propre grand-père Gérard Pommier était un modeste représentant, ont toujours su naviguer entre le respect des coutumes et la nécessité de se tourner vers l'avenir pour faire vivre ce vignoble si disparate et en même temps indéfectiblement lié par le cours du grand fleuve. Et pour vous faire découvrir par le menu les vins du Val-de-Loire, je vous propose de commencer à nous aiguiser les papilles par quelques bulles ligériennes. Le Val-de-Loire est la 2e région de France pour la production de vins effervescents AOC après la Champagne, avec des appellations comme Vouvray, Saumur ou le Crémant de Loire. Et cette production n'est pas nouvelle. À Carman, la plus ancienne maison de Saumur, a commencé à produire ses premières bulles en 1834, et sa marque principale, Royal, est lancée dans les années 1850, plus de 10 ans avant l'apparition du Brut impérial de Moët et Chandon sur le marché. La plupart des vins mousseux du Val-de-Loire sont élaborés selon la méthode traditionnelle. Après une première fermentation d'un vin blanc de base élaboré principalement à partir de chenin et de chardonnay, le vin est mis en bouteille avec du sucre et des levures pour initier une seconde fermentation. En Champagne, les bouteilles dorment sur leur pupitre dans les profondes caves de craie. Sur les bords de Loire, c'est une autre roche calcaire, le tuffeau, qui abrite le sommeil de ces vins pendant la prise de mousse et le vieillissement. Le tuffeau, c'est cette pierre d'un blanc éclatant, à la fois très résistante et facile à travailler, que les artisans du passé ont façonné pour construire les merveilles d'architecture que sont les châteaux de la Loire, tels que Chambord, Chenonceaux ou Cheverny. Si elles se révèlent généralement plus tendres et moins complexes que leurs cousines champenoises, les bulles du Val-de-Loire charment par leurs arômes de fleurs blanches et de fruits du verger et une amabilité fraîche et guillerette qui en font de délicieux apéritifs. Car si les notes de coing et d'acacia du chenin valsent élégamment avec les arômes toastés et briochés induits par l'autolyse des levures lors du vieillissement, ce mariage n'atteint jamais la finesse et l'équilibre subtil des meilleurs champagnes. Certains vignerons de Montlouis-sur-Loire l'avaient d'ailleurs compris il y a une vingtaine d'années et avaient commencé à expérimenter avec une seule fermentation débutée en cuves ou en barriques et achevée en bouteille selon la méthode ancestrale. C'était l'époque
des premiers pétillants naturels, les fameux pétnats. Mais contrairement à certains exemples qui ont fleuri un peu partout depuis, avec des équilibres et des profils aromatiques qui laissent parfois à désirer, les essais montlouisiens étaient menés par des vignerons talentueux et déterminés, comme le célèbre Jacques Iblot et sa fameuse cuvée triple zéro. 0 chaptalisation, 0 liqueur de tirage et 0 dosage. Pendant 15 ans, ce vin tendu et précis, aux nuances de poire et de silex, a contribué, à l'instar des cuvées d'autres producteurs tels que Lisée-Bertrand-Jousset ou la Grange Tiphaine, à convaincre les amateurs et les autorités que ce style épuré, à la fois innovant et ancestral, méritait sa propre appellation. C'est chose faite depuis 2019 et le lancement de l'appellation Montlouis-sur-Loire pétillant originel. La seule différence avec les pétnats, les vins sont dégorgés, pour une pureté aromatique et une limpidité irréprochables. Les bulles de Loire se déclinent aussi en rosé, mais peu de gens connaissent l'existence de certaines cuvées pétillantes en rouge qui mettent à profit la fraîcheur du Cabernet Franc et ses notes de rhubarbe et de fruits rouges acidulés pour élaborer des vins étonnants et charmeurs. Et pour vous en convaincre, je vous invite à goûter le Cabernet Franc pétillant du Château de Minières à Ingrands dans Touraine. Le regretté Jacques Iblot nous a quittés en mai 2023, mais il lègue à ses successeurs une énergie et un enthousiasme qui continuent, encore aujourd'hui, de dynamiser le vignoble ligérien. Un vignoble particulièrement réputé pour ses vins blancs. Si vous traversez le fleuve au pont de Pouilly-sur-Loire, vous vous trouverez exactement à égale distance entre la source et l'embouchure du fleuve. Et c'est ici que commence le premier des grands vignobles blancs du Val-de-Loire. Les premières mentions de vignes dans le Finage de Pouilly ou dans le Sancerrois remontent au VIe siècle dans les écrits de saint Grégoire de Tours. Et dès le Moyen-Âge, le vignoble du centre, qui regroupe aussi les crus de Quincy, Maine-tout-Salon et Reuilly, regorge de vignes. Aujourd'hui, le seigneur des lieux est le Sauvignon blanc. Et les deux terroirs qui symbolisent la noblesse de son lignage sont le Finage de Sancerre et celui de Pouilly. Distants d'à peine 15 km, les deux villages possèdent sensiblement le même climat continental. Aussi, le caractère des vins de ces deux crus ainsi que leurs différences tiennent surtout aux variations des sols sur lesquels poussent les vignes. Perché sur un éperon rocheux dominant le fleuve, le village de Sancerre est assis sur une faille géologique qui a façonné une mosaïque de sol dans laquelle on retrouve 3 grands terroirs: les caillottes, les terres blanches et les chailloux. Les caillottes, ce sont des terroirs calcaires sur des sols très pierreux qui chauffent rapidement au soleil et amènent le Sauvignon à une maturation précoce, ce qui produit des vins droits et tendus sur l'élégance avec une acidité aiguisée et une palette aromatique typique du Sauvignon sur les agrumes et le bourgeon de cassis. À Sancerre, on retrouve ce terroir dans les parcellaires tels que la Moussière d'Alphonse Mello ou le Chêne marchand de Vincent Pinard. Et à Pouilly, sur des cuvées telles que l'Écrit d'Alain Caillebourdin. Les terres blanches sont des marnes calcaires du Quiméridien similaires à celles que l'on retrouve à Chablis, et facilement reconnaissables à la proportion élevée de petites huîtres fossilisées que l'on y trouve en surface. Sur ces terres argileuses, plus froides et humides, le Sauvignon connaît une maturation plus longue et donne des baies plus concentrées. Les vins sont amples et puissants et dotés d'un long potentiel de garde, mais souvent fermés dans leur jeunesse. D'une grande complexité, mêlant les dominantes de cédrat et de verveine à des nuances de tilleul et de fleurs blanches, ce sont des vins d'une énergie remarquable, avec une salinité fine, et dont les meilleurs exemples à Sancerre proviennent de la célèbre côte des Monts d'Année à Chavignols, chez des vignerons comme Gérard Boulet ou François Cotta, ainsi qu'au rarissime Clos Lanéor d'Anne Vatan. À Pouilly, on retrouve cette même signature sur des vins tels que la cuvée Luminance de Didier Jonathan Pabiot. Enfin, les chailloux sont des sols siliceux riches en argile et en silex qui demandent une pente suffisante pour écouler les eaux de pluie. Ils produisent des vins d'une densité rare, avec des bouches à la fois riches et nerveuses et des profils aromatiques qui évoquent la fleur d'aubépine et les épices, ainsi que la célèbre note de pierre à fusil qui a fait la réputation de ce terroir et donne au village son appellation de
blanc fumé de Pouilly, ou Pouilly fumé. Le vin emblématique de ce type de sol est bien évidemment la cuvée Silex du domaine d'Agneau. Didier d'Agneau, c'est ce vigneron hors du commun qui avait su redorer le blason des Sauvignons de Loire en faisant de véritables grands crus. Et aujourd'hui, son fils Louis-Benjamin a repris le flambeau au domaine familial de Saint-Andelin. À Sancerre, on retrouve cette même intensité et cette profondeur au domaine Vacheron, dans des parcelles telles que les Romains ou le Pavé. Des terroirs remarquables et des vins dont la qualité et le potentiel de garde exceptionnel clament haut et fort la majesté des grands Sauvignons de Loire. De l'Orléanais à la Touraine, le Sauvignon continue de s'exprimer, mais avec plus de retenue et de discrétion au fur et à mesure que nous descendons le fleuve, comme si l'approche des résidences royales de Blois et d'Amboise lui intimait silencieusement de s'incliner devant un nouveau souverain, le Chenin blanc. Cépage natif de la région, celui qu'on appelait autrefois Pinot de Loire prend ses quartiers à partir de Montlouis sur les sols de tuffeau de la Touraine et du Saumurois. De part et d'autre du fleuve, les vignes de Vouvray et de Montlouis se toisent, dans une rivalité un peu stérile, tant le cousinage des deux appellations qui sautent au palais devrait plutôt les inciter à œuvrer de concert. Demandez donc au Montlouisien François Chidenne, qui, vinifiant à 3 km de la limite de l'AOC-Vouvray, a dû déclasser sa production en vin de France. Mais la vérité est dans le verre. Et comme le dit la devise de celui de Vouvray, grand favori de Balzac, je réjouis les cœurs. Car au-delà des querelles de clocher, les chenins de Vouvray et de Montlouis partagent une tessiture unique dans la palette des blancs du Val-de-Loire. Le chenin est un cépage capricieux, qui a la particularité de mûrir de façon inégale, ce qui veut dire qu'il est fréquent de trouver des baies de la même grappe à des stades de maturation différents. C'est cette caractéristique qui explique que les vins de Vouvray ou de Montlouis soient tantôt secs et nerveux, et tantôt plus tendres avec une pointe de sucre résiduel. Le chenin ne se laisse pas dicter sa conduite, et il impose au vigneron le vin qu'il veut être, millésime après millésime. Sous le climat doux et tempéré de la Touraine, profondément enraciné dans ce même tuffeau qui abrite les caves troglodytiques où vieillissent les vins, le chenin se montre délicat et charmeur sur des nuances de coing, de poire Williams et de fleurs d'acacia, avec toujours cette trame acide vive et cette fraîcheur qui leur donne un si grand potentiel de garde. Le vieux Gaston Huette se faisait d'ailleurs un malin plaisir de surprendre certains de ses visiteurs en leur servant un 47 ou un 59 qu'il prenait immanquablement pour un vin de 20 ou 30 ans plus jeune. À Vouvray, Maurice Alias garde dans la cave du domaine, où l'on voit encore les traces des coups de pioche donnés par son arrière-grand-père, des bouteilles qui remontent au début du XXe siècle. Et pour ma part, je me rappelle une dégustation mémorable avec le journaliste Perico Légas de vin blanc sec du domaine Roland Moreau près d'Azel-Rideau. 1983, 1976, ces vins montraient encore une énergie étonnante après 40 ou 50 ans, alors même qu'ils ne venaient pas des meilleures parcelles de Touraine. Pour savourer l'essence des chenins de Vouvray, on s'adressera à des maisons historiques telles que le Clonaudin de la famille Foreau ou François Pinon, ou à des vignerons plus récemment installés mais non moins talentueux, comme Vincent Carême. À Montlouis, la Tailleloup et François Chidenne sont les phares d'une appellation où de jeunes domaines continuent de sortir du lot, comme le Rocher des Violettes de Xavier Weisskopf. En poursuivant notre descente du fleuve, nous arrivons au superbe village de Camp-de-Saint-Martin, à la confluence de la Loire et de la Vienne, pour quitter la Touraine et entrer dans le Saumurois. Principalement argilo-calcaire, le terroir de Saumur a bien des points communs avec celui des appellations tourangelles. Et des vignerons tels que Romain Guiberteau ou Antoine Foucault interprètent ici le chenin dans un registre vif et salin d'une grande pureté. Mais après Saumur, la géologie change profondément, et avec elle, le caractère du chenin, alors que l'on entre en Anjou. Milady de Winter ne s'y trompe pas.
quand elle essaye d'empoisonner D'Artagnan avec du vin d'Anjou dans Les Trois Mousquetaires. Célèbre depuis le Moyen-Âge, le terroir angevin et son doux climat, si poétiquement décrit par Joachim du Bellay, est une grande terre de blanc. Aux abords d'Angers, le tuffeau cède la place aux schistes et aux ardoises, où le chenin blanc s'affirme avec une puissance et une ampleur sans égale dans le Val-de-Loire. Contrairement aux vins de Touraine, qui ont longtemps servi les seigneurs locaux dans les nombreux châteaux de la vallée, les vignobles angevins ont surtout acquis leur réputation à l'étranger, grâce à leur situation sur le cours inférieur du fleuve, mais aussi car l'Anjou a longtemps été le cœur de la présence anglaise en France. Fief de la dynastie Plantagenet, dont l'un des plus célèbres représentants, le fameux Richard Cœur de Lion de Robin des Bois, repose à l'abbaye de Fontevraud, le vignoble angevin s'est développé grâce au commerce avec l'Angleterre et les Pays-Bas depuis le Moyen-Âge. Le cru emblématique de la région est le vin de Savenière, ou de sa voisine, la Roche-aux-Moines. Sur ces coteaux schisteux qui dominent la Loire, le chenin dévoile des arômes de fruits du verger, de jasmins et de badiane dans sa jeunesse, avec une texture veloutée, presque onctueuse et une grande longueur en bouche. L'acidité élevée du cépage équilibre la richesse des vins et leur confère un grand potentiel de vieillissement. Passés 10 à 15 ans, ils acquièrent des accents de miel, de cire d'abeille et de fruits secs qui en font de merveilleux vins de gastronomie. Le grand Kurnonski ne s'y était d'ailleurs pas trompé en classant la coulée de Serran, un petit clos de 7 hectares au cœur de Savenière et planté en vigne depuis 1130, parmi les meilleurs vins blancs de France, aux côtés du Château d'Yquem ou du Montrachet. La coulée de Serran, cru potentiellement superbe mais souvent irrégulier, avec qui j'ai eu autant d'expériences de dégustation mémorables que de lourdes déceptions, est la propriété de la famille Joly, dont le patriarche Nicolas a beaucoup œuvré pour le développement de la biodynamie en France. Personnage aussi énergique et engagé que clivant, Joly a largement contribué dans les années 1980 au développement de ce nouveau mode de culture, basé sur les principes édictés par Rudolf Steiner en 1924. Parmi les vignerons qui continuent à écrire aujourd'hui la longue histoire des grands blancs de Savenière, on peut citer Éric Morgat, Vincent Augereau ou le Domaine aux Moines. Aux portes de Nantes, la douceur angevine cède la place aux brises marines de l'Atlantique et le caractère océanique du climat du pays nantais s'impose. Ici, c'est le melon de Bourgogne, du fameux muscadet qui domine. Même s'il reste encore un peu de la folle blanche, plantée il y a bien longtemps par les marchands hollandais qui voulaient en faire de l'eau de vie. Mise en bouteille sous le nom un peu péjoratif de gros plan, elle a longtemps été cantonnée à produire de gros volumes de vins acides, dilués et sans grand caractère pour un prix modique. Or, depuis quelques années, certains producteurs s'attachent à casser cette mauvaise image et à prouver que la folle blanche, à défaut de pouvoir produire de grands vins, est capable de donner des blancs vifs et toniques dignes d'intérêt, comme au domaine Luneau Papin, par ailleurs grand producteur de muscadet. Car c'est bien le muscadet, ou melon de Bourgogne de son vrai nom, qui est l'âme du vignoble nantais et qui connaît un véritable renouveau depuis une génération. La géologie du pays nantais est un puzzle complexe où l'on trouve des granites, des gneiss et des gabbros, plus ou moins recouverts de sédiments qui contribuent à la variété des muscadets. Cépage peu aromatique, le melon de Bourgogne possède néanmoins des notes citronnées et salines, ainsi qu'une touche florale qui évoque un peu le raisin muscat. Son potentiel qualitatif tient aussi à son acidité ciselée et à son aptitude à gagner en harmonie, en complexité et en rondeur grâce à un élevage en barrique sur lit. Cet élevage sur lit fait d'ailleurs l'objet d'une mention spécifique sur les bouteilles que l'on retrouve dans les appellations régionales Muscadet Sèvres-Maine, Côte de Grandlieu et Coteaux de la Loire. Depuis 2011, il existe même des crus communaux, au nombre de 10 aujourd'hui, tels que Clisson, Gorge ou Le Palais, qui exigent des rendements plus faibles et des élevages sur lit plus longs, donnant naissance à des vins d'une profondeur et d'une complexité supérieure. Il appartient désormais aux vignerons de ces jeunes appellations de continuer à démontrer avec le temps que le muscadet sait produire de beaux vins de terroir,
en marchant dans les pas de producteurs tels que le domaine de l'Écu, le domaine de la Pépière, Jérôme Bretodeau ou encore Vincent Caillé, qui ont déjà montré la route. Des coteaux du Sancerrois au Pays Nantais, nous voici arrivés au terme de la première étape de cette promenade sur les berges de Loire, à la découverte des vins blancs et pétillants qui constituent la majorité de la production ligérienne. Dans la seconde partie de ce podcast, nous irons arpenter la côte roannaise, goûter les pinots noirs de Sancerre et flâner dans les vignes de Bourgueil, des Quarts de Chaume ou d'Anjou pour se rafraîchir avec un verre de rosé et découvrir les vins rouges, moelleux et liquoreux de ce fascinant vignoble du Val-de-Loire.